Smetana et l'ouverture de la fiancée vendue, Václav Neumann, 10h moins quart sur Espace 2. Bonjour Lulu. Bonjour. Lucienne Perry, j'appelle Lulu, alors, mais pas à l'antenne, non. Uniquement dans le backstage. Comment va la vie? Assez bien. Vous avez envie de me parler aujourd'hui d'un bonhomme pour nous remettre en perspective un petit peu votre grande spécialité qui est l'art brut, et ça tombe bien parce que il est mort il y a juste 30 ans. C'était le 12 mai 1985, c'était mardi. Nous fêtons donc aujourd'hui ensemble le 30e anniversaire, il fallait en parler sur Espace 2, de la mort de Jean Dubuffet. Vous m'avez amené sa voix. Oui. C'est en 1945 que j'ai commencé ces recherches, par suite de circonstances qui s'y prêtaient. Et j'ai commencé ces recherches en Suisse. Et là, j'ai rencontré l'aide, le concours de plusieurs médecins suisses qui m'ont ouvert les portes d'hôpitaux psychiatriques dans lesquels certains pensionnaires de ces hôpitaux faisaient des œuvres, n'est-ce pas? Ça donnait à des production artistique. Les hôpitaux psychiatriques suisses sont spécialement ouverts à ce type d'opération. Je vous pose juste la question comme ça, parce que il se passe quelque chose d'assez étonnant aussi ce week-end du côté de l'hôpital psychiatrique de Malévaux-en-Valais, une fête populaire, une grande fête avec des artistes, des expositions. Pas de pensionnaires, mais de gens qui sont venus y travailler. Le directeur a dit un jour, j'ai voulu avoir des artistes, des résidences, du théâtre, des expositions, des plasticiens au sein de l'hôpital psychiatrique pour y ramener un peu de la folie. Alors c'est pas du tout la démarche du Buffet, mais il a quand même profité d'une espèce de générosité des hôpitaux psychiatriques suisses à un certain moment. Il l'a dit et il a insisté sur ce point-là. Il disait qu'il y avait une bienveillance, une ouverture d'esprit toute particulière en Suisse de la part des médecins, des aliénistes, et il disait que ces gens-là lui avaient prêté main forte dans ses recherches. Parce qu'en fait, on vient de l'entendre, Dubuffet parle d'une date clé, 1945, c'est le début de ses recherches d'art brut, et puis d'un pays clé quand même. La Suisse a joué un rôle essentiel dans cette aventure, dans ce développement de l'art brut. Et pendant 40 ans, Dubuffet va prendre ses choses en main, puis après il y a des successeurs, et parmi lui, et parmi ceux-là, il y a vous, Lucienne. Oui, mais non, mais on m'a dit que vous aviez... Non, ça c'est juste entre nous, mais vous aviez un bouquin qui était génial, qui était traduit en Chine, c'est un gag ou... Non, c'est tout à fait vrai. Voilà, il va sortir dans quelques semaines. Oui. Comment ils écrivent Perry en chinois? Ils n'arrivent pas à dire les R. Ils doivent dire Perry. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils écrivent non plus art brut. Je n'ai pas pu relire le livre, évidemment. Ils écrivent Alblut et puis Lucienne Pelli. Et après, la suite de l'aventure en Chine... Vous le raconterez. Voilà, exactement. D'accord. Alors on revient en Suisse. On revient en Suisse, 1945, Dubuffet, qui lui, en fait, recherche ce qu'il n'a encore pas nommé. Il n'a pas encore dit que c'était de l'art brut, il ne l'a pas encore défini, il le recherche en 1945. Des œuvres d'autodidactes, de non-professionnels, de personnes qui vivent dans le retrait, dans l'enfermement, très souvent, sans savoir qu'ils sont des artistes, mais qui produisent des créations artistiques sans savoir qu'ils opèrent dans le champ de la création artistique. En fait, ces gens-là réalisent des peintures, des sculptures, des dessins, des broderies, des assemblages. Et en fait, quand on parle d'art brut, on a vraiment le sentiment toujours que ce sont des œuvres plastiques, justement, des peintures, des sculptures. Mais il y a aussi énormément d'écrits, des écrits qu'on connaît beaucoup moins, mais qui sont splendides. Par exemple, des lettres d'amour ou des lettres de rage, des prières magiques, des inventions poétiques. Il y a des journaux intimes dans les écrits d'art brut, il y a des plaidoyers. Tous ces textes ont été créés dans un univers asilaire, enfermé à l'asile psychiatrique, donc dans l'enfermement. Et pour cette raison, puisqu'il y a cet enfermement et cette idée d'excommunication sociale, eh bien, ces créations sont dépourvues de toute affectation, de toute envie de plaire. Ce sont des œuvres qui naissent d'une nécessité impérieuse, d'un besoin énorme de s'exprimer, de dire ce qui n'a pas pu être dit, puisqu'on ne leur a pas donné le droit à la parole, et ils s'en emparent. Ces œuvres qui ne sont ni des journaux intimes, ni des correspondances, mais qui ont des formes quand même reçues dans l'histoire littéraire, ou c'est des formes complètement libres? Parfois oui, parfois non. Bien sûr, des formes. On va entendre une lettre où, bien entendu, la femme s'adresse à quelqu'un, à des instances, les instances les plus importantes, le procureur général. Elle a de quoi dire. Alors on l'écoute, puis après on dira pourquoi vous avez eu les moyens de nous la faire entendre.
À l'asile de Marsens, le 8 décembre 1932, lettre chargée. Monsieur procureur général, maître des avocats à Fribourg. Nous, Justine Piton et Jules Piton et nos deux fils, Piton et Bertha Vaucher de Villaria. Nous, on porte plainte et rapport contre le gendarme de Vuisternance et le sergent des gendarmes de Romont et Champ-Martin à Romont et deux inconnus qu'on connaît, qu'ils ont forcé de faire monter Justine Piton et ma sœur Bertha Vaucher de Villaria depuis la prison de Romont. Nous ont fait monter sur une auto à tout prix, et nous ont conduites dans l'asile de Marsens, et nous ont tout déshabillés, et nous ont mises dans les bains, et nous ont mises dans les lits le 8 décembre 1932 à l'asile de Marsens. Ils n'avaient pas droit à ça. C'est criminel. Ils doivent être amendables et punis. Au nom de la loi, Justine Piton et Bertha Vaucher de Villaria, nous, on n'est pas folles. Et moi, Justine Piton de Villaria, j'ai pas volé mon mari. Ils n'ont pas le droit de l'enlever et de le fermer dans les prisons. Au nom de la loi, ils n'ont pas droit de nous divorcer. Ils n'ont pas droit, ça c'est criminel. Ils doivent être amendables et punis. Nous, on ne veut pas se divorcer. Nous, on n'a pas fait séparation de biens. Nous, Justine Piton et Jules Piton et nos deux fils, Piton et Bertha Vaucher de Villaria, nous, on porte plainte et rapport contre les gendarmes et les médecins. C'est beau, c'est étonnant, mais c'est une vraie lettre à un procureur ou bien si c'est un solipsisme? C'est une vraie lettre, mais en fait, les lettres qu'écrivaient les patients psychiatriques, lorsqu'ils étaient internés, eh bien, elles étaient toujours interceptées par le personnel et elles ne parvenaient jamais à leur destinataire. Évidemment, Beaucoup de ces lettres sont envoyées à des entités imaginaires, parfois quand même, comme c'est le cas, des lettres qui sont virulentes, vigoureuses, protestataires et qui réclament évidemment la liberté. Là, Justine Piton, c'est une femme qui, on l'a entendu, est originaire de Villaria. Elle vit dans la ferme familiale avec son mari, ses deux fils, deux petits garçons et sa sœur Bertha. Et puis, avec sa sœur, eh bien, elle s'autoséquestre dans la maison, elle cloue les portes et les fenêtres, elle se barricade. Et un jour d'hiver, le 7 décembre 1932, eh bien, une voiture s'arrête devant la ferme et elles sont forcées de rentrer. Attendez, je vous pose quelques questions maintenant parce que vous allez très vite. Alors, Oui. D'où elle sort cette lettre? Des archives de Marsens. Cette lettre sort des archives de Marsens. 2. Pourquoi c'est un comédien qui la lit maintenant et vous me l'avez pas donné pour que je la lise moi, quoi? Elle a été mise en scène, il se passe quelque chose avec ce texte? Oui, en fait, nous présentons une lecture spectacle à la Fondation Michalski. Oui. Et cette lecture, eh bien, elle met en scène 7 créateurs d'art brut, dont on présente les œuvres, les manuscrits en images, et dont on présente aussi les écrits grâce à des comédiens et des comédiennes qui les lisent, qui les mettent en voix. 3. Alors la Fondation Michalski, c'est où? La Fondation Michalski, c'est à Montrichet, un peu à une vingtaine de kilomètres de Lausanne. Et 4, ça a lieu quand? Et ça a lieu le 21 mai. Le 21 mai, c'est quoi pour un jour de la semaine? C'est jeudi à 19h. D'accord, c'est important. Bien, maintenant on a dit ces choses, parce que c'est pour ça aussi qu'on est là pour en parler. Alors on peut s'étaler un petit peu sur cette culture. On va revenir sur cette femme de Marsens? Sur cette femme, oui. Encore juste 2 mots sur cette femme, parce qu'en fait... cette lettre est troublante. On vient de l'entendre, elle est bouleversante. Quand on la voit, eh bien, évidemment, notre émotion est à son comble parce qu'on voit que cette écriture, eh bien, c'est comme un fin tricotage. Vous savez, c'est comme, en fait, si les lettres de l'alphabet étaient les mailles d'un petit tricot. Comme elle a peu de papier, un papier très, 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 très fin, très simple, de médiocre qualité, eh bien, c'est un objet très précieux. Donc, en fait, elle écrit avec une petite calligraphie très fine, très très simple, où elle met les mots les uns à côté des autres. Il n'y a pas d'espace entre les mots. Il faut économiser le papier. Pas de ponctuation. Vous savez qu'il y a une contrainte du prisonnier en écriture. C'est Loulipo qui a inventé ça. On imagine quelqu'un qui est enfermé, qui a peu de papier et qui doit économiser. Alors le meilleur moyen d'économiser du papier, c'est dans les interlignes. Donc il faut écrire sans F, parce que vous voyez le F, ça repousse les lignes comme ça, sans le G. Il ne faut prendre aucune lettre qui dépasse. Donc on emploie des O, des M, des N, des I, sans point, mais jamais de J, de G, de H, de P. C'est la contrainte du prisonnier. Essayer d'écrire comme ça donne aussi un langage extrêmement brut. Parce que quand il y a énormément de contraintes, on tombe dans une forme de folie, comme quand il n'y a plus aucune contrainte du tout. Oui, mais là, c'est un jeu, en bien fait. Sûr. Loulipo, c'est un jeu. Bien sûr. Tandis que pour les auteurs d'art brut, c'est pas un jeu. C'est une nécessité. Oui. Mais je veux dire, il y a d'un côté la liberté nécessaire et de l'autre côté la contrainte. Mais 100% de contrainte ou 100% de nécessité, ça va aboutir à des textes qui se ressemblent un peu. Je dis ça comme ça. Qui se ressemblent un peu, oui. Je pense qu'il y a chez les auteurs d'art brut une authenticité
d'une force expressive absolument extraordinaire. Et c'est ce que l'on a voulu dans cette lecture spectacle. C'est qu'à la fois, il est bon d'avoir l'image de ces textes, de ce fin tricotage, de cette lettre qui apparaît comme des mailles qui se réunissent et qui se juxtaposent. Qui se tricotent. Et puis, avoir aussi le mot qui est dit, qui a une chair, qui provient du corps du comédien, qui passe par le souffle. Donc il y a aussi une manière de montrer tout le caractère humain extrêmement sensible de ces créations. Alors là, c'est Alain Fromager, comédien, puis vous avez aussi amené un texte lu par Charlotte Clamence. Oui, et c'est un texte d'Adolphe Wölfli. Et maintenant, voici que commence notre voyage, chasseurs et naturalistes à l'infatigable ardeur. Notre attelage à 12 chevaux nous entraînant d'ouest en est dans la partie méridionale du ciel, parfois traversant de très respectables villages, des marchés et des localités d'une suprême élégance, des villes de grandeurs différentes et même extraordinairement grandes ou gigantesques en certains lieux, parfois traversant des cultures, des flores et des végétations majestueuses et d'une suprême élégance, parfois aussi traversant des mousses, des prairies et des forêts vierges gigantesques, longeant même de petits lacs et de plus grands ou aussi de gigantesques mers qui s'étendaient même très souvent sur une centaine de lieues, longeant des falaises tantôt à pic et tantôt surplombant l'abîme de 100 à 500 lieues, et par endroits aussi des croupes montagneuses plus basses et des collines. Enfin, après bien des fatigues, nombre de tourments, dangers et catastrophes, nous parvînmes juste au bord de la mer du Sud céleste et partis de là, toujours en direction de l'Est puis du Nord, le long de la mer orientale céleste et de la mer du Nord céleste, obliquant de nouveau vers l'Ouest, nous atteignîmes des falaises de plus de 350 lieues de haut, 25 millions de lieues de long et 900 000 lieues de large à certains endroits, puis des forêts vierges, des alpages, des glaciers, des tombeaux, des vallées, des abîmes, des villes grandes et gigantesques, des cultures, des régions de flore et de végétation, jusqu'au pied du glacier géant de l'astre céleste de Dieu le Père, au sein duquel se trouve la plus grande cave géante de l'univers entier, juste 24 millions de lieues de long et 250 000 de haut et 500 000 lieues de large, enfin jusqu'au luxueux et majestueux trône géant de Dieu le Père Tout-Puissant, divisé hiérarchiquement en de nombreux districts administratifs représentant les pouvoirs publics, les petits et les grands royaumes, empires, etc. Charlotte Clamence qui lit Adolphe Wölfli à entendre le 21 mai 19h des écrits d'art brut à la Fondation Michalski en écho à l'exposition Michaud. Dites-moi, Wölfli, c'est intéressant, mais c'est un peu édulcoré. C'est une traduction. Comment est-ce qu'on peut retrouver la brutalité du texte? Il y a ces passés simples qui semblent très littéraires. C'est difficile à traduire ce genre de texte. Oui, mais il y a toutes sortes d'écritures dans l'œuvre de Wölfli. Il s'est adonné à l'écriture d'une autobiographie fictive où il raconte en fait une sorte d'immense voyage, un immense voyage auquel il s'adonne avec sa famille. Et puis alors là, il parcourt un nombre incalculable de pays. Certains existent, d'autres n'existent pas. Il y a le Mexique, il y a l'Asie, il y a le Groenland. Il parcourt mais vraiment des lieux insensés et puis aussi des villes qui n'existent pas. En fait, ils explorent tous ensemble, parce que Wölfli est entouré de sa famille, des régions, il les arpente, il les colonise, il brave de grands dangers. Alors, dans cette écriture-là, évidemment, Wölfli est un narrateur, il raconte l'histoire. Il écrit d'où, Wölfli? Il est aussi dans un hôpital psychiatrique? Il est aussi dans un hôpital psychiatrique à la Waldau, près de Berne. Et c'est dans cet hôpital psychiatrique que s'étaient retrouvés non seulement Wölfli, mais aussi d'autres créateurs, d'autres artistes, comme par exemple Nijinsky, le danseur russe. D'accord. En fait, Wölfli, c'est un démiurge dans son écriture, c'est un démiurge dans ses dessins. Il dessine et écrit des aventures, ces aventures auxquelles il s'adonne. Et puis, il déploie un système numérique de plusieurs unités
On est toujours dans la démesure avec Wölfli. Le chiffre le plus élevé s'appelle Zorn et ça veut dire colère. D'autres textes de Jeanne Tripet, Charles Stenfen, c'est à entendre le 21 mai à 19h, des écrits d'art brut à la voix haute à la Fondation Michalski en écho à l'exposition Michaud. Pourquoi Michaud dans ce contexte? Michaud, en fait, c'est un homme qui a été très attaché aux lointains intérieurs. Merci. Lucienne Perry ont collaboré à vous de jouer ce matin également. Marie-Claude Cudry, Tiascha Gaffner, Oleg, le Dr X, l'homme qui en connaît un rayon, Cindy Songy. Des musiques choisies par Luc Thérapon, une production de Daniel Rosis.